Salut, ici Harald pour le site ultracyclisme.fr. Pour ce troisième épisode de notre podcast, je te propose aujourd'hui un échange avec Adrienne Estrada, une cycliste, ambassadrice Decathlon, qui s'est notamment élancée dans la Northcape 4000 l'année dernière, ainsi qu'au départ de la course Boldlands en Espagne. Pour ne rater aucun des prochains épisodes, je te propose de t'abonner sur les plateformes de podcast, de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, notre Instagram, ou encore sur le site ultracyclisme.fr où tu retrouveras l'intégralité de notre contenu. Pour cet épisode, Adrienne nous parle de son parcours, du foot au cyclisme, en passant par ses études de philosophie. Elle nous témoigne de son ressenti de l'ultracyclisme, mais aussi de ses projets et espérances pour la discipline, passant du féminisme à l'inclusivité. Alors, j'espère que tu apprécieras cet épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Adrienne. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement à Austerlitz où nous sommes actuellement. Studio J. Exactement, au studio J d'ultracyclisme. Est-ce que on pourrait commencer? Donc, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de monde qui te connaît avec le temps, sur Instagram et à travers notamment Decathlon et tes partenariats et également les courses auxquelles tu participes, mais aussi les cyclo-touristiques auxquels tu participes avec beaucoup de filles un peu partout en France, notamment en Bretagne récemment. Mais est-ce que tu pourrais un peu dire donc, qui tu es, d'où tu viens, un petit portrait humain de ta personne? Présentation. Oui, je m'appelle Adrienne, j'ai 29 ans, dans la vraie vie, je suis en thèse de philosophie. Je travaille sur la philosophie du sport et puis depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, je fais pas mal de vélo après avoir consacré pas mal d'années au foot. Donc je fais du vélo, j'entends par là, je roule avec les filles, avec les filles le mercredi soir avec les Girls on Wheels, donc je fais du vélo aussi en déplacement. Et puis, je prends aussi mon vélo le week-end dès que je peux pour faire des plus longs voyages ou voir des courses. Sportive et touristique aussi. Ouais, je fais pas vraiment de vélo-tourisme où j'ai des grosses sacoches, je m'arrête, etc. Enfin, je visite. J'aimerais bien, parfois, en passant dans des lieux où j'ai une certaine curiosité. Mais c'est vrai que quand je fais du vélo, je pars avec peu d'affaires mais par contre j'aime beaucoup justement et c'est pour ça que j'aime bien faire des longues distances. J'aime beaucoup découvrir une région, traverser aussi des paysages, des régions différentes, des cultures, des architectures différentes et de voir comment tout ça change imperceptiblement ou pas d'ailleurs. Au fil des kilomètres. Observer ce qui se passe au fil des kilomètres. Et donc tu te retrouves bien dans un peu cette tendance générale du bikepacking et du voyager léger plutôt que du voyager autonome mais plutôt lourd, c'est-à-dire que tu as plutôt tendance à t'arrêter pour dormir en tente ou plutôt dans des Airbnb, tout ça? C'est plutôt faire du bivouac, sachant que moi c'était quelque chose que je connaissais pas du tout avant et j'ai eu la chance d'être pas mal accompagnée, guidée dans la découverte du bivouac, enfin en tant que parisienne. J'avais fait des randos, etc. Le mot est lâché. Non mais bien sûr que c'est dit, mais sauf que en fait, du coup, apprendre à faire du bivouac, c'est pas évident. Apprendre à repérer les bons endroits, avoir des réflexes, etc. Est-ce qu'il vaut mieux être plutôt dans les villages, plutôt à l'extérieur, par exemple un champ de maïs, c'est hyper humide et tu l'apprends. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, que j'aime beaucoup. Mais après c'est pas moi c'est comme ça que je prends du plaisir actuellement, mais j'exclus pas d'un jour passer à plus du voyage, plus de confort et tout. Et c'est une pratique qui existe aussi, qui se développe aussi vachement et je pense que ça dépend de l'âge aussi. Oui, c'est ça. Si on commence à voyager avec des enfants et tout ça, c'est quand même plus pratique à force d'avoir une remorque ou d'avoir un petit peu plus de matériel, même quand on voyage avec des amis qui n'ont pas forcément le rythme. C'est parfois pas mal de voyager avec un petit peu plus
Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi, je pense que c'est des attirances différentes. Encore une fois, je disais, moi je m'arrête pas pour regarder, visiter des musées, des monuments, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai envie et peut-être qu'à terme il y aura de la frustration et je déciderai de, à côté, ou bien de changer de pratique, mais de consacrer, de faire le temps, de faire tous les musées que j'ai pas pu faire depuis longtemps. Ouais, mais c'est clair que ça, c'est des choses qui sont importantes, un peu de... avant le voyage, de toute façon, je pense qu'en général, il y a un côté où on se fixe un peu l'objectif, un peu les lignes directrices du voyage qu'on va faire. Bah sinon, on s'éparpille et on n'est jamais content. Bah ouais. Et on se dit, je vais peut-être faire un peu de tourisme, au final, on n'a pas fait assez de kilomètres. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, mais justement, l'idée, c'est de savoir à peu près aussi ce qu'on veut faire, mais pareil, sur des questions d'allure, de se fixer, est-ce que mon objectif, c'est de faire beaucoup de kilomètres le plus vite possible, de pas dormir, etc. Et dans ce cas-là, par exemple, je préférais être seule pour le faire, même si ça peut être avantageux de rouler en groupe. Mais là, je vais être seule pour pouvoir, moi, fixer mon allure et pas être frustrée ou de mauvaise humeur, ou bien, parce que ça va pas assez vite, ou au contraire, d'exploser complètement, de me pousser, de me mettre dans le rouge parce que ça va trop vite, et etc. Donc là, c'est plus simple. Mais après, il y a des fois où, c'est aussi ce que j'aime bien faire, c'est accompagner des personnes, et notamment des femmes qui n'ont pas roulé les distances, certaines distances, par exemple le 100 km, qui est une barre psychologique importante, le 200 km. Ça, j'aime beaucoup le faire, et je tiens à continuer à le faire, de partir avec des gens qui l'ont jamais fait, maintenant que j'ai acquis une toute petite expérience, de pouvoir justement faciliter en choisissant la map, et en donnant des petits conseils. En sachant que c'est faisable. En sachant que, voilà, c'est ça. Mais par contre, là, ce sera clair que niveau allure, je m'en fiche complètement. Et en fait, les deux vont très bien. Il faut juste être au clair sur ce que tu veux, quoi. Ouais. Et pas mettre la barre non plus trop haute par rapport aux personnes qui participent avec toi. C'est le meilleur moyen de dégoûter, donc, ou de se dégoûter soi, etc. De pas atteindre ses objectifs, c'est clair que ça, mentalement, ça peut foutre un coup. Et donc tu disais que toi t'es arrivé un peu dans le milieu sportif à travers le foot. Oui. C'est ça? Ouais. Et ensuite le vélo. Comment ce chemin s'est fait déjà jusqu'au foot? Comment ce chemin s'est fait? Le foot, assez rapidement, je faisais pas mal de sports différents quand j'étais petite. À l'école, je prenais toutes les choses possibles aux AS. J'aimais bien les sports de raquettes, les sports co, les sports individuels, à part la gym, ça va. Et donc voilà. Et donc le foot, j'ai vraiment aimé ça tout de suite, et j'ai continué pendant beaucoup d'années avec une partie plus compétition. J'en ai fait en club, match tous les samedis au fin fond de l'Île-de-France, entraînement plusieurs fois par semaine, construction d'une équipe ou avec des prises de tête, des super amitiés, etc. Donc j'aimais vraiment beaucoup le foot. Et puis après, pour différentes raisons, pour des déménagements successifs, j'ai changé de club, je trouvais plus mon compte et tout. Et on m'a offert un vélo, un beau vélo. Et puis en fait, le fait de découvrir que je pouvais aller dans des endroits qui étaient juste à côté, mais qui étaient en pleine nature, etc., avec un vélo hyper agréable à conduire, ça m'a donné envie de continuer à explorer ce qu'il y avait autour et de juste profiter du vélo lui-même. Et voilà, et donc ça m'a permis de quitter définitivement le foot et de me mettre complètement dans autre chose. D'autant plus, tu me disais, parce qu'on s'était déjà vu il y a quelques temps, que le foot a un côté physiquement usant pour les articulations, pour le corps en général, que le vélo n'a pas tant que ça. Ouais, c'est deux sports complètement différents. En plus, j'étais gardienne de but, donc tout était basé sur l'explosivité, sur la réaction au quart de seconde, et là, c'est des efforts de plusieurs heures. Et c'est vrai que ça sollicite énormément les appuis, les articulations, etc. Il y a des blessures pas mal au foot. Et voilà, et en fait, mon corps il était rouillé, les genoux, toutes les mains, etc. Et c'est vrai qu'au vélo, j'ai découvert que je pouvais continuer à avoir une pratique sportive sans payer trop cher mes différentes blessures au football. Et ça t'arrive de retrouver ce côté explosif du foot dans le vélo,
Non. De te faire des petits plaisirs, des petits sprints sur des montées, des petits... Non, enfin, bon, là c'est pour la petite anecdote, j'ai retouché un ballon. En fait, je me suis interdit de retoucher un ballon quand je me suis mise un peu sérieusement au vélo, justement pour cette question de blessure. Et j'ai rejoué récemment au foot et juste taper dans un ballon, c'est une joie et un kiff que j'ai pas retrouvé dans le vélo et je me dis bon, c'est différent mais c'est quand même très très bien le foot. Bah oui. Bah, d'autant plus que le vélo, il y a un côté sur en tout cas la pratique que toi tu as de moyenne, longue distance, c'est quelque chose de plus continu qu'un match de foot qui est limité dans le temps. Oui, c'est ça. Il n'y a pas du tout. Enfin, s'il y a un cadre, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, on a 1 kilomètre fixe et tu joues toi sur la variable temps. C'est combien de temps tu mets et essayer qu'il soit le plus réduit possible. Et au contraire, au foot, la seule chose qui est donnée, c'est 90 minutes, plus un additionnel, et après, on ne sait pas ce qui se passe dedans, quoi. Ouais. Et donc, c'est un moment où tu te donnes, quoi. Voilà, et c'est là tu gères l'espace pour, l'espace du terrain pendant 90 minutes. Donc c'est exactement l'inverse, je dirais. Bah, mais des pratiques quand même qui doivent être complémentaires pour que tu te retrouves différemment dans les deux. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qui change aussi fondamentalement, c'est l'aspect collectif du football et l'aspect plutôt individuel du vélo. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien alterner sur les moments où je suis seule à vélo. Parce que j'aime vraiment ça et c'est comme ça que j'ai commencé, mais retrouver l'aspect social et collectif à deux ou en groupe, là je parlais des Girls on Wheels, pour moi c'est très important d'avoir cette notion de partage, de réussir ensemble, cet aspect collectif qu'on peut construire, même si c'est différent, mais qu'on peut construire à vélo, il est important aussi. D'aller plus loin ensemble et aussi de partager sur la route des moments qu'on aurait... Et puis d'utiliser le vélo comme un prétexte pour se voir, pour se rencontrer des gens qu'on ne connaîtrait pas ailleurs. Toutes ces sorties qui sont disponibles sur Paris. Et il y en a de plus en plus, c'est cool. Ouais, c'est clair. Et donc toi, tu fais des études de philosophie, c'est ça ? Oui. Avec une spécialité sur la philosophie du sport. Oui. Et est-ce que, donc pour toi... tu retrouves un peu la même philosophie dans la pratique de ces deux sports que tu as pratiqués et comment tu analyses toi ta pratique de ces deux sports, comment t'en es arrivé là à pratiquer par exemple le foot à un moment donné, parce que alors, c'est du foot féminin ou c'est du foot mixte? Principalement du foot féminin. Ouais. D'accord. Et parce que et aussi le cyclisme est aussi un milieu quand même fermé. En tout cas, il l'a été pendant de nombreuses années, il l'est de moins en moins. Et bon, prions et agissons pour qu'il s'ouvre, mais les prières ne seront pas suffisantes. Non, des actions seront bien plus bénéfiques. Mais comment toi tu analyses ton arrivée dans ces sports-là? Alors je vais laisser de côté la question de la thèse, on y reviendra si tu veux, mais sur ça, le point commun c'est que en tant que fille, personne signe femme, le vélo comme le foot, il y a quelque chose à se justifier. Quand on veut en faire, c'est effectivement c'est des milieux qui sont masculins. Là, le foot, ça va un peu mieux. Il commence à y avoir une normalisation du foot féminin. Mais dans les deux cas, c'est ça qui me fait un peu péter un câble. C'est que dans les deux cas, moi, je me pose pas trop la question. J'ai la chance de d'abord me dire ça a l'air vachement bien, j'y vais, et c'est ah merde, pardon. En fait, c'est ultra masculin, il est hyper sexiste, etc. Le problème, c'est que déjà, y parvenir, c'est qu'il y a des choses qui sont gagnées. De commencer le foot, de commencer le vélo, c'est déjà, en fait, il y a déjà des obstacles qui ont été franchis, et voilà, l'idée c'est de se dire, en fait, s'il n'y a pas de modèle
de femmes qui en font, de modèles différents, de types de femmes différentes, que ce soit pas la même chose, que ce soit pas l'exception qui confirme la règle. S'il y a ces modèles-là, déjà, ça fait que c'est pas clair du tout ce que je raconte. Non, mais on trouve des repères, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a quelque chose vers quoi se projeter et s'imaginer. En fait, voilà, ça crée un imaginaire aussi du sport féminin qui n'est pas de la gymnastique ou enfin dans des milieux qui sont oui, c'est ça. Et du coup, en voyant des modèles, c'est simplement donner envie. Et oui, et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, c'est deux activités qui sont énormément plaisantes. Et en fait, à ce titre-là, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse du vélo ou du foot, mais à ce titre-là, si ça peut apporter autant de plaisir à des gens, en fait, il n'y a aucune raison qu'on en soit exclu, quoi. Et ça suffit à, justement, on parlait de faire bouger les lignes, de réfléchir, déjà d'analyser la situation, combien il y a de femmes qui participent à des courses ou à des voyages, ou peu importe, parce qu'il n'y a pas que les courses, mais combien il y a de femmes qui font du vélo par rapport aux hommes, quel type de pratiques différentes c'est, et puis quelles sont les actions disponibles qu'on pourrait faire, qu'on pourrait engager à faire, comment on met la pression pour que ça arrive, etc., quoi. Et voilà, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est aussi intéressant de réfléchir activement et de pouvoir faire changer un tout petit peu les choses. Voilà. Mais je pense que 2022 sera, et c'est pas énormément de choses, mais sera déjà une bonne année pour le cyclisme féminin en général. Avec l'arrivée, il y a déjà eu le Roubaix féminin, le Tour femmes qui arrive cette année, et plus, je me rends compte quand même, de plus en plus d'inscriptions de femmes sur les ultras en général, avec la différence entre le sport pro et les ultras qu'on pratique habituellement, comme la RAF, comme les Biking Man, qui offrent la possibilité à n'importe qui de participer sans certificat, accréditation. Il y a rien à prouver pour rentrer. Ouais, mais justement c'est là où ça me semble pas exactement juste. C'est que effectivement en droit, tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas un sexisme marqué ou une course interdite aux femmes. Au contraire, même souvent on va dire c'est ouvert et les féminines sont bienvenues. Bon, mais sauf que ça suffit pas. Ça suffit pas, et que justement si on dit c'est ouvert aux femmes, à tout le monde, mais qu'on ne fait rien pour activement, et justement, et qu'on n'utilise que des photos de mecs pour illustrer la course, que il n'y a pas d'action positive, en fait, les femmes ne vont pas se projeter, ou bien elles vont se dire je n'ose pas y aller. Enfin, il y a plein d'obstacles psychologiques, sociaux, etc., qui font qu'elles ne vont pas venir. Et c'est pas parce qu'il y a une interdiction. Donc, oui, tout le monde a le droit, mais en fait, ça suffit pas de dire de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui vont participer, donc il y aura de plus en plus de femmes. Oui, ça c'est vrai en chiffres, mais comment est-ce qu'on réétablit les pourcentages? Là, tu disais ça va mieux, etc. On essaye avec des amis, et puis c'est très manuel, voilà, c'est un peu à l'arrache, mais on essaye de faire des statistiques justement sur le taux de participation féminin. On avait fait ça pour les courses en France de 2020. Là, on travaille sur les courses internationales de 2021 dans un contexte particulier. L'augmentation, elle est pas folle. On est sur peut-être qu'on va... Alors, c'est pas encore terminé, donc je veux pas sortir les chiffres, mais on était à 7% de femmes en épreuve longue distance route et 3% en gravel ou VTT. Là, au mieux, on va être autour de 8-9. Mais, alors que c'est ouvert. Alors qu'il pourrait y avoir 50%, il pourrait y avoir... C'est clair. Mais il y a un travail immense à faire. Oui. La tâche est grande. Peut-être juste pour faire un petit retour en arrière sur toi, juste savoir un peu... toi, les courses et épreuves et cyclo-touristiques auxquelles tu as déjà participé, pour avoir un peu un aperçu aussi de la personne sportive. Ouais, j'ai commencé, ma première épreuve, c'était en 200 km, et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé le vélo. On s'est inscrite avec une amie, et on s'est dit, on va peut-être préparer, on va essayer de rouler un 100 km avant ça. Donc ça, c'était sur la Normandie 4, il y a 2017 ou 2018, je sais plus. Ça remonte. Ça remonte, hein.
Voilà. Et donc ça, c'est la première épreuve. Et puis après, j'ai eu la chance, par un tirage au sort, de participer à la Haute Route Ventoux. Donc là, c'était 3 jours, c'était cyclosportive, route, et c'était 3 ascensions du Mont Ventoux en 3 jours. Donc première année de vélo. Ça, c'était pas mal. Donc ça, c'était la première année. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est cool, mais j'ai envie d'essayer la longue distance. Et du coup, je me suis inscrite à la BTT, la Born to Trail. C'était c'était la version débutant, on va dire. C'était 600 km de Clermont aux Pyrénées. Donc ça, c'était ma première épreuve de longue distance, on va dire. Et donc l'année dernière correspondait au moment où je me lançais vraiment dans la longue distance. Et là, c'était chouette. L'année dernière, c'était absolument fou. J'ai participé à la Tuscany Trail, donc en Toscane. Faisait rêver. Ouais, c'est vraiment génial comme épreuve. Et puis en plus, c'est à la fois... là, pour le coup, on profite vraiment du paysage, de la vie locale, de la gastronomie aussi. C'était en gravel? C'était en gravel, ouais. Et puis, il n'y a pas d'impératif de temps, donc c'était à la fois une course... Enfin, c'était pas du tout une course, c'était... Il faut quand même profiter un peu de la gastronomie voilà, locale. Exactement. Non, mais justement, c'est des conditions qui sont cool. Ensuite, j'ai participé à la North Cape 4000, donc la traversée de l'Europe qui part de l'Italie et qui fait 4000 km pour arriver jusqu'au point le plus au nord de l'Europe. Mais je me suis arrêtée en cours de route en Slovaquie. Donc voilà, ça c'est pas le meilleur souvenir de l'année dernière. Et puis j'ai aussi participé à Badlands, qui est une épreuve de gravel dans le désert en Andalousie, et où il fait très très chaud, mais c'est absolument magnifique. Et j'ai fini avec le Torino-Nice Rally, qu'on a fait avec un groupe d'une vingtaine de femmes ensemble en autonomie. Et ça, c'était pas en temps limité, au contraire, c'était un groupe pour se rencontrer et de se dire qu'il y avait vraiment pas assez de femmes dans le bikepacking et que c'était cool, et c'était une initiative possible. Et c'était en bivouac aussi. Ouais, et donc sur un North Cape, t'étais aussi en bivouac. Ouais, principalement en bivouac. Ok. Et donc dans le cas précis de North Cape, c'était à cause de la chaleur que t'avais arrêté. C'est pas un problème que t'as vu en Espagne? C'était effectivement, je suis repartie un mois plus tard en Espagne et ils annonçaient qu'il faisait particulièrement chaud, donc on était mi-septembre et il faisait 38, 40, 42 degrés. Là, la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est que j'ai acheté une banane pour avoir une poche à eau. Enfin, du coup, j'étais avec 6 litres. Et puis, chaque fois que je voyais un arbre, je m'arrêtais à l'ombre pour faire redescendre le corps, etc. Donc là, j'avais acquis de l'expérience et j'ai préféré lever le pied et bien gérer la chaleur. Donc, j'ai au moins appris à gérer la chaleur. Petit à petit, d'épreuve en épreuve, c'est au final une des meilleures façons d'apprendre. Évidemment, il y a le fait de se renseigner, de regarder sur internet, même d'avoir les témoignages des gens et tout ça, mais le fait aussi d'entendre et de faire ses propres erreurs. Ouais. Sauf quand c'est fatal, ce qui est pas souhaitable, mais sinon c'est quand même en faisant des petites erreurs qui nous coûtent, qui nous poussent à soit abandonner, soit à repousser d'une journée, soit à faire une grande pause qui nous retarde sur un ultra. C'est en faisant des erreurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis du coup ça rejoint un truc que j'aime bien faire. Peut-être qu'on va parler de comment on s'entraîne, comment on se prépare à ce genre de choses. Mais ça, c'est justement ce que j'aime bien faire, c'est en approchant une course aussi énorme que les 4000 km ou même des grosses courses de longue distance, c'est de réfléchir un peu à l'avance et quels sont les différents aspects d'une course. Qu'est-ce qui compose une course? Donc il y a la question de la distance, apprendre à gérer les kilomètres, à les enchaîner, etc. Ça c'est en roulant et puis en s'entraînant à rouler plusieurs jours d'affilée, même si c'est pas des grosses distances, mais gérer la répétition des efforts au fil des jours. Il y a la question du bivouac, il y a la question de la chaleur, il y a la question du froid, il y a la question de la gestion de la nourriture, etc.
Donc, aussi la question du matériel. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est décomposer et de me dire, bah tiens, là, je vais rouler ce week-end, ça c'est sûr, et bah tiens, je vais en profiter pour valider ou pour m'intéresser à un aspect en particulier. Donc là, par exemple, si je sais que il va faire chaud sur une course, je me dis, bah tiens, là, ce samedi, il va faire 30-32 degrés, comment je gère, etc. Et ce samedi sera consacré à la question de la chaleur. Il y a des fois où un 20 km va me permettre de valider un setup de sacoche ou des choses comme ça. Et donc, c'est comme ça que ça permet, en décomposant et en validant petit à petit, alors il faut anticiper, il faut être un peu maniaque, mais ça, c'est l'achat en avance aussi. Ouais, ça pas c'est la ça. dernière minute, Mais, juste avant la course. Ouais, surtout en ce moment avec la pénurie, mais voilà, du coup, c'est aussi moins impressionnant de se dire, ah bah tiens, niveau distance, ça va, j'arrive à peu près, mais le bivouac me fait peur, ok, bah je vais partir, peu importe, je vais faire 20 km, bivouaquer quelque part, revenir, ça prend moins de temps, parce qu'il y a aussi la question de la gestion du temps au fil de l'année. Et bah, je vais travailler ça, et du coup, ça fait moins peur, on voit comment un peu progresser, préparer les choses, sans tout faire en même temps, quoi. Ouais. Ça rentre un peu dans le champ des choses qu'on valide, et qu'ensuite on se dit, bon voilà, et en plus, on sait qu'il n'y a plus de questions à se poser. Ouais. Bah, on en parlait la dernière fois dans le podcast d'ultracyclisme de Guillaume de l'Ulstrat qui est arrivé 8e de la RAF, et lui disait la même chose. Il disait surtout pour le fait de la répétition, c'est quand même quelque chose d'assez qui peut être usant pour certains, le fait de chaque jour, voilà, avoir ce rythme-là, se réengager dans quelque chose après une nuit courte, de recommencer à renquiller sur 250, 300, certains 400 km par jour. Et chaque jour de recommencer. Il disait que pour son entraînement, lui, ce qu'il faisait, c'était d'au moins de tester, de faire des sorties au moins sur 2 nuits. Sur une nuit, ça donne l'aperçu, mais un aperçu rapide, parce qu'ensuite on rentre à la maison, voilà, c'est fini, on n'est pas vraiment en difficulté. Et qu'à partir de la 2e nuit, hors de chez soi, que lui s'entraînait, et que c'était sa façon de mieux appréhender cette difficulté-là. Un peu cette peur, mais je pense qu'on a après chacun nos peurs... nos appréhensions sur les grands ultras qu'on fait en une semaine et plus. Oui, et puis effectivement, en plus, je pense qu'il y a quelque chose autour du 3e jour. C'est comme en ski, c'est que le 3e jour, on commence à encaisser les premiers efforts, et puis et on n'est pas encore complètement habitué. Donc je suis assez d'accord sur s'entraîner au 3e jour. Et donc toi, donc ta préparation, puisque tu as très bien amené le sujet, ta préparation, donc c'est aussi une préparation technique, enfin je veux dire un peu informatique, c'est-à-dire que aussi tu t'étudies les tracés, t'étudies les dénivelés, la température qu'il va faire, ou c'est plus quelque chose de technique où t'étudies ton vélo en tant que tel, quel matériel je vais avoir, quels vêtements, je les teste bien avant. C'est quoi un peu ta c'est un peu tout. J'essaye d'avoir une idée, mais c'est une image qui est dans le documentaire On Board sur la transcontinentale. Je sais plus qui dit ça. Il établit une distinction que j'aime beaucoup. Il dit il y a deux profils de personnes qui font de l'ultra-distance. Il y a les scientifiques qui calculent et qui prévoient, et il y a les poètes. Moi, je pense que je fais plus partie des scientifiques. Donc, je sais que, je vais analyser les traces, faire des plans prévisionnels, justement sur à quelle distance j'aimerais arriver, à tel moment, etc. Même si je sais que ce sera jamais ça, et que ça peut aller plus vite, ça peut aller plus lentement, voilà, mais c'est pour avoir une idée, et puis ça me fait des objectifs, et comme ça j'ai pas en route à prévoir, planifier, quoi. Donc si je suis au-delà de mes prévisions, je sais que j'ai de l'avance, donc je suis tranquille. Et si je suis en deçà de mes prévisions, et je vais accélérer un peu parce que je sais que ça me permettra de rentrer dans les temps. Même si, sur le moment, et ça fait partie du jeu, et c'est pour ça aussi qu'on part, c'est que ça se passe jamais complètement comme prévu. Donc oui, je vais plus prendre le temps d'analyser. Les maps, c'est avant le départ. C'est la dernière chose, ça me permet de rentrer dans
dans l'épreuve, de me projeter, etc. Et de pas me poser la question trop longtemps aussi. Et sur le matériel, j'essaye de le faire le plus en avance possible, avec le truc qui est que là, c'est du coup ma 2e saison de longue distance. J'ai finalement décidé de repartir sur la Northscape pour pas rester on est sur des annonces. Ouais, et pour pas rester sur cette frustration, et si ça marche pas, je saurais que c'est pas pour moi et tant pis, au moins on aura une réponse claire. Et donc là, c'est facilité, c'est que c'est pas le même parcours, donc ça passe plutôt par l'Allemagne et la Suède et non pas par les pays de l'Est. Mais là, en fait, et c'est pour ça que je repars cette année, c'est que en fait tout est quasiment prêt. J'ai rechecké, petite confession, j'ai rechecké ma liste de matériel que j'avais fait l'année dernière et j'ai pas grand chose à modifier, quoi. Enfin, elle me semble bonne, je pense pas m'être plantée, donc là, j'avoue que c'est plus facile parce que tout est quasiment prêt, quoi. Ouais. Donc t'anticipes tout ce qui est anticipable et ensuite tu laisses la part après voilà. la route, quoi. Ouais, la route, et puis il faut quand même se préparer physiquement d'ici là, quoi. Ouais, et puis il y a aussi le côté préparation mentale, c'est-à-dire aussi, je pense, se préparer soi-même à ce qu'on va endurer, à notamment après chaque personne c'est un peu différent, mais certains la solitude, parce que certains préfèrent ne pas passer de coups de fil, d'appeler, enfin prennent vraiment les longues distances comme quelque chose d'un peu de méditationnel, là où certaines autres personnes préfèrent rester tout le temps connectées sur WhatsApp, passer des coups de fil, avoir un peu un fan club de soutien derrière, mais ce côté tenir le coup mentalement au-delà un peu des risques physiques et climatiques. Toi, tu le gères comment ? Alors là, sur une épreuve de 4000 km, moi j'ai pas d'ambition de record ou de tête de course, clairement. L'objectif, c'est de le finir. Et là, c'est long. Enfin, c'est 4000 km. 4000 km, c'est long. Ouais. Donc, on est sur plus d'une semaine. Enfin, on est sur 2 semaines, voire plus. Donc, entre 15 et 20 jours. Donc, sur ça, ça me semble difficile de couper complètement, d'être complètement isolé. Après, c'est vrai que c'est ça qui est particulier, c'est que t'es sur le vélo, même si en fait t'as le temps de penser à plein de choses et voilà, en fait tu réponds pas forcément, mais tu les reçois, les messages de soutien de Go, et puis les moments où t'en as pas besoin, tu fais c'est sympa, ils ont pensé à moi, et en fait quand t'en as vraiment besoin, tu fais mais c'est extraordinaire, etc. Le soutien. Donc dans tous les cas, il faut juste, moi je préviens juste, je répondrai pas forcément. Mais à partir de là, vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et sur la question de la préparation mentale, moi j'ai pas une connaissance sur tout ça. C'est plus apprendre à me connaître, donc plus identifier vraiment être très clair avec moi-même sur ce que je recherche, sur aussi dans quelle mesure est-ce que je suis satisfaite, quels sont mes objectifs réels, parce qu'il y a ce qu'on dit aux autres aussi, mais quels sont mes objectifs réels, et aussi de connaître ses limites et ses envies. Donc on sait quand on peut se pousser un peu plus, et puis aussi moi je vais pas me projeter, je vais pas utiliser de procédés mentaux pour me préparer, endurer tout. Mais par contre, c'est de savoir très, très clairement quand est-ce que tu prends du plaisir, comment tu peux en prendre encore plus, et il y a un moment où t'en prends plus. Ouais, savoir dire stop aussi. Savoir dire stop, être honnête, c'est pas toujours évident. Aussi, moi ça m'a pas posé de problème d'abandonner du tout, parce que j'étais malade et que c'était complètement absurde de repartir. Mon corps me disait non, donc c'était non, quoi. Mais voilà. Mais ça te permet d'y participer une deuxième fois, donc. Ouais, voilà. Au fond, c'est ça le plaisir qu'on trouve, et c'est clair qu'il faut s'arrêter quand le plaisir s'arrête aussi, quoi. Et
Alors j'avais une question que j'ai perdue, donc je vais... Elle reviendra à un moment. Non, si, parce que, anecdote personnelle, moi, sur la Transsibérica, moi j'ai été surpris, je pense que ma question va revenir, j'avais cette anecdote et la question suivait, mais j'ai eu téléphoniquement plusieurs amis qui eux étaient un peu dans leur quotidien. Et à chaque fois, j'ai trouvé ça vraiment marrant, un peu le décalage entre eux, leur quotidien, le fait qu'ils font des trucs, ils vont à la poste et machin, et toi, d'être vraiment toute la journée sur ton vélo, où ils sont en mode, et toi, tu fais quoi? Et moi, je suis en mode, là, je vois des pêchers à ma droite, à gauche, j'ai un puits, et écoute, je crois que j'arrive dans 5 km à un village, et ensuite, peut-être, je vais manger, et ensuite, voilà, et les journées recommencent. Certaines personnes, il y a un côté où ça peut me motiver, d'avoir un côté rassurant, d'avoir toujours ce quotidien d'autres personnes dont le quotidien continue, immiscé dans le nôtre. Je pense après... Oui, puis ce qui est marrant aussi, c'est quand tu pars plusieurs jours, c'est que tu perds justement la notion des jours. Et là, tu te dis, ah mince, ah oui, c'est vrai, c'est dimanche. Ouais. Ah oui, la boulangerie, elle est fermée. Ça fait déjà 5 jours que je suis partie. Ah, mais c'est dingue. Ouais, mais moi, c'est un des trucs que j'adore justement dans la longue distance, c'est cette question de notion du temps qui est complètement différente. Enfin, tu passes des heures, mais sans forcément les voir passer. C'est pas... parfois tu t'ennuies, ça c'est sûr, surtout quand c'est moche et plat. Et là, tu peux écouter des podcasts. Mais j'écoute beaucoup de podcasts sur les oreilles droites seulement et très, très peu fort pour des questions de sécurité, ou bien sur des enceintes, ça c'est le nouveau truc. Mais c'est ce rapport au temps, c'est justement, tu ne fais que ça. Donc tout va être... c'est quand même plus compliqué. Parce que tout va être focalisé sur je roule, tiens, j'ai faim. Bon, je m'arrête, je cherche. Ah mince, il faut faire 10 km, 15 km. Ah, c'est long ces kilomètres, parce que c'est pas encore là. Tu manges, tu t'accordes une pause, tu te rends compte que ta pause dure un peu trop longtemps, tu repars. Et puis c'est reparti jusqu'à ce que t'aies faim ou que t'aies besoin d'une pause technique, etc. Et puis c'est reparti. Et donc, en fait, moi j'adore parce que ça te crée une temporalité que t'as pas du tout dans le quotidien, quoi. Donc t'es ramené à des besoins très urgents et très primaires, mais t'as ce rapport au temps. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a fait me lancer dans le vélo. C'est tu pars de chez toi, tu voyages comme ça, t'arrives à la mer. Depuis Paris, c'est quand même une des expériences classiques mais incroyables. Ouais. Et puis tu peux rentrer chez toi le soir et t'as l'impression, justement en raison de cette temporalité, d'être parti en week-end, d'être parti en vacances. Tout à coup en une journée, alors que t'as des gens qui ont fait la grasse mat. Et c'est très bien de faire la grasse mat, c'est pas du tout un jugement de valeur pour les fainéants et tout. Mais toi, tu te rends compte que voilà, qu'il y a des gens qui ont pas fait grand chose sur 3-4 heures, etc. Et toi, t'as passé ta journée et t'as l'impression d'avoir coupé complètement, et ça, c'est absolument magique. Et justement, je disais, ça dépend quand même. Moi, c'était un des trucs qui m'avait, pour le coup, sur la Northscape, qui m'avait un peu déstabilisée, c'est que j'étais en fait plutôt en forme, et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de rouler trop tard le soir. Donc, je finissais en fait assez tôt, et tu faisais des vraies nuits. Je faisais des vraies nuits. Et du coup, je m'ennuyais. Mais comme je connaissais pas trop, et je faisais des journées, les jours où je roulais, j'étais en général entre 220 et 240 km. Et je finissais, 20h, 20h30, quoi. Sans partir extrêmement... ça se passait bien. Et donc, du coup, je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant ? Mais je savais que j'avais pas envie de pousser parce qu'on était sur du très long et que j'avais pas envie de forcer sur la machine, quoi. Donc après, si tu te retrouves au fin fond de la Hongrie, seul à faire du bivouac sans rouler, là, c'est la solitude peut-être qu'elle est plus marquée. Mais cette question est aussi intéressante, la question de savoir à quel point chacun se fixe un rythme, se coordonne avec son rythme traditionnel. Je m'explique. Certaines personnes, moi je pense en faire partie, vraiment je mange quand je dois manger, je dors quand je dois dormir.
Et si la fatigue se présente pas la nuit, mais qu'elle se présente le matin, ça me pose aucun problème de dormir 2 heures, 4 heures le matin, et par contre de me faire une nuit blanche après. Enfin, je m'accorde pas du tout au rythme du soleil en tant que tel dans cette temporalité. Là où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voilà, font comme toi, partent le matin, ensuite mangent aux horaires de repas, et ensuite voilà, se stoppent net à une certaine heure. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est intéressant. Sur les repas, pas du tout. Enfin, c'est vraiment quand j'ai faim. Et sur la question du repos, je suis assez d'accord. C'est assez frustrant de s'arrêter si on n'est pas fatigué. Et puis de toute façon, pour moi c'est impossible parce que j'ai énormément de coups de barre et du coup si j'ai un coup de barre, je peux juste pas continuer, donc en fait la question se pose pas trop. Mais là, c'était justement... En fait, je pense que il y a plusieurs manières. Il y a la Northscape ou les courses de 4000, donc comme la TCR et tout. Je pense qu'il y a des gens qui vont jouer justement le côté ultra-distance. Donc c'est rouler. Aller chercher un classement. Et puis en fait, moi j'étais milieu fin. Et là, l'objectif, c'est justement en fait, il n'y a pas d'urgence. Moi, j'estime que me connaissant pas sur quelque chose d'aussi long, j'avais pas envie de me décaler. C'était un vrai choix de me forcer à pas rouler la nuit. Parce que sur 15 jours, tu peux le faire sur 3-4 jours ou en flash, etc. Mais sur 15 jours, si tu commences à... Enfin, moi, je me disais, si tu commences à déréguler ton sommeil, etc., et ton rapport à la nuit, tu peux vraiment perdre complètement les pédales. Ouais. Donc là, c'est lié à une course très longue, ou que j'avais identifiée comme très longue. Mais sinon, c'est vrai que... par exemple, là, sur la traversée dont je parlais, les 600 km, il y avait la canicule. Je m'étais dit, c'était sur quelques jours, je m'étais dit, ok, à 20h le premier jour, il faut que je sois arrivé là, et puis après la nuit, YOLO, quoi. Et en fait, il se trouve que la nuit, tu perdais quelques degrés, c'était beaucoup plus agréable de rouler, et du coup, j'ai fait toute la nuit, quoi. Et j'ai fait ensuite la sieste à 14h, entre 14h et 16h le lendemain. Donc là, évidemment, c'est des choix, des stratégies, et puis c'est ton corps qui réagit, où là, tu l'écoutes. Mais, parce que je savais que du coup, ça a duré 2 jours et demi, et qu'après, tu peux retrouver, quoi. Donc je pense que ça dépend de tes objectifs, ça dépend du type de course, et aussi ça dépend de à quel point tu es sensible sur la question des rythmes, quoi. Et parce que c'est quand même toutes ces courses-là, c'est quand même pour certains des vacances, sinon pour d'autres personnes des longues périodes hors de nos familles, de notre quotidien qu'on accorde à une activité sportive, à du voyage, mais aussi au fait de rencontrer les gens. La question, c'est une question un peu bateau que je t'avais déjà posée la dernière fois, et j'avais beaucoup aimé ta réponse, mais c'était un peu la question du sens que tu mettais dans la pratique du vélo et dans la pratique de l'ultra. Parce que très souvent, quand on explique aux gens qu'on va faire 4000 km avec parfois des 40 degrés, qu'on va dormir au bord d'un CD de passage, mais c'est ça. C'est pas tellement du rêve à tout le monde. Et ils sont juste, mais la question qui revient souvent, c'est pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi juste tu restes pas chez toi, ou quel est le sens que toi tu trouves dans cette pratique folle? Je sais pas si je vais retrouver ce que j'avais répondu, mais en tout cas ce que je te réponds aujourd'hui, c'est que bien sûr de l'extérieur, il y a deux choses. Bien sûr de l'extérieur, tu vois les aspects néfastes qui parfois t'es tellement fatigué qu'en fait dormir au bord d'un CD le passage c'est la chose la plus confortable qui existe parce que tu peux juste dormir, donc voilà. Donc voilà, de l'extérieur, ça peut ne pas vendre du rêve, et puis en fait moi je suis assez gênée par une forme de discours qui va justement chercher à donner un sens ou bien en trouver absolument. Donc par exemple tout le discours c'est pour me dépasser, trouver mes limites, me connaître, me trouver, me reconnecter avec la nature. J'ai toujours un malaise en fait.
non, il n'y a pas de dévoilement absolu. Il n'y a pas un rideau qui est tombé. Non, mais c'est ça. Ça fait pas de nous des êtres supérieurs ou plus concentrés avec la vie. Enfin, voilà. Donc, je suis assez gênée avec tout ça. Et paradoxalement, ce que j'essaye de faire comprendre à ces personnes-là, c'est que pour moi, c'est une source de plaisir qui est pas mieux, pas pire que d'autres, mais moi c'est, en tout cas, si je fais ça et si j'y consacre du temps, c'est que j'estime que ce que ça m'apporte, c'est beaucoup et que c'est à la hauteur de ces investissements et voilà, et c'est tout. Enfin, je pense que c'est la chose la plus saine. Ouais, voilà, et puis c'est un peu fou, enfin ouais, c'est quelque chose d'un peu fou, mais peut-être que ça fait marrer d'avoir quelque chose d'un peu fou, quoi. Et puis après, du coup, je me permets de rebondir sur le tout début. Je pense que, donc ça c'est, je disais, je me méfie de tout ce qui est donné du sens et tout. Mais il y a quelque chose dont je suis peut-être plus consciente aujourd'hui, c'est qu'en fait, je sais que je suis une personne femme qui entre pas dans certains stéréotypes, qui est plutôt, physiquement plutôt enveloppée, etc. Et je peux pas dire que ce soit anodin de raconter ce que je fais ou de même faire ce que je fais. C'est pas que j'estime que j'ai plus de force ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait, je sais, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont raconté, c'est « Ah bah j'ai vu que tu le faisais », et même parfois ils sont un peu gênés de dire « Voilà, et parce que ça veut dire que en d'autres termes, ils m'identifient comme une personne qui pensait... Enfin bon, bref, voilà. Mais il y a des personnes qui me disent « Bah c'est en voyant ce que tu fais que ça m'a donné envie de le faire. » Ne serait-ce qu'en donnant des idées de map, ne serait-ce qu'en donnant des idées de sortie, en montrant que c'était cool, que c'était trop cool et qu'on y avait droit et qu'en fait il n'y a pas besoin d'être absolument filiforme et bien foutu pour faire des choses qui semblaient pas forcément apporter. Donc du coup, s'il y a un seul sens, mais je vais pas faire ça que pour ça et pour servir de modèle, etc. Mais voilà, le seul sens que je revendique un peu, c'est de dire non seulement je prends un énorme plaisir, mais ça vaut le coup aussi de le raconter et de montrer qu'il y a plein de manières de pratiquer, plein de corps différents, plein de personnes différentes. Et en fait, il y a un vrai enjeu là-dessus et c'est fou. Et ça, je l'assume, quoi. C'est essentiel dans aussi la promotion de l'ultra en général. Le fait qu'il y ait énormément de profils de tous horizons, même si ça reste un sport centré homme, centré cis, mais que petit à petit il y a de plus en plus de personnes d'horizons différents, et de genre et d'orientation sexuelle qui participent aux courses. Ça pousse à chaque fois, ça fait l'effet boule de neige, quoi. Oui. Et aussi le fait d'avoir dans des podcasts, pour faire un peu l'autopromo, des personnes de tous horizons différents et pas seulement les gagnants hommes habituels et ou participants hommes qui sont la grande majorité des courses qui participent. Ça aide aussi, je pense, dans la création d'une image moins stéréotypée. Oui, et puis tu parlais aussi, du coup, je suis ambassadrice Triban. Pour moi, ça a été une vraie surprise quand ils m'ont proposé, mais le fait est que c'est chouette aussi de voir que les marques commencent à comprendre et d'avoir une vraie volonté aussi de justement faire exister différents modèles. Sans doute que ça les intéresse justement pour diversifier le public, etc. Mais moi j'interprète ça comme un signe positif et c'est pas anodin en fait que une des grandes marques de vélo s'intéresse à des profils, tu vois l'équipe des ambassadeurs, ambassadrices qui est hyper variée, etc. et qui justement encourage ces différentes pratiques. Et moi ça me parle aussi. Oui, c'est que t'as plein de manières de faire du vélo, mais même dans la longue distance, t'as plein de manières de t'engager, d'aller jouer les classements, de finir, de tout ça, et du coup, faut aussi le faire exister dans
dans la question de la couverture médiatique, la couverture publicitaire, etc. Il faut faire exister ces différentes pratiques pour que tout le monde puisse y trouver son compte, quoi. Et tu trouves que donc ta participation, entre autres, participe à ce combat qui est la démocratisation Ce serait un peu prétentieux de le dire, mais il y a deux choses, c'est que d'une part, les gens, ça les intéresse, donc c'est déjà, c'est interprété comme bon signe, c'est qu'il y a, que les choses changent pour que les gens estiment que ça mérite, que les femmes font des choses suffisamment intéressantes pour les inviter à des podcasts, pour leur prêter une image même si elles ne rentrent pas dans les stéréotypes, de leur réserver des billets lors des épreuves et tout. Donc ça veut dire déjà que la situation change et que c'est intéressant. Et puis après, c'est pas moi à titre individuel qui fait quoi que ce soit, mais c'est en faisant des réseaux, des liens, en proposant aussi des choses concrètes, des actions, en réfléchissant à tout ça qu'on peut essayer de faire que ça change un peu plus rapidement, quoi. Tout à fait. Mais moi j'ai remarqué en contactant de nombreuses femmes qui pratiquent l'ultra ou qui pratiquent le triathlon par exemple et qui ont de mes yeux une certaine légitimité dans le domaine, j'ai remarqué en les invitant au podcast une certaine autocensure de personnes tout à fait légitimes qui me paraissaient passer exactement dans les clous des personnes intéressantes du milieu et qui me disaient mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que tu vois pas quelqu'un d'autre à interviewer qui est plus légitime que moi à parler sur le podcast. Et moi je me suis vraiment rendu compte de cette autocensure, quoi. Oui, mais bien sûr. Mais justement ça rejoint ce qu'on disait, c'est oui, on peut dire que c'est ouvert à tout le monde sur le papier, bien sûr. Sauf que les obstacles, ils sont là, ils sont ancrés, ils sont intériorisés depuis très très longtemps. Et quand tu parles de l'autocensure, c'est non seulement à parler de moi, mais en fait il y a d'autres personnes qui connaissent mieux, qui ont réussi plus de choses, donc c'est moi à titre individuel. En fait, moi j'ai pas fait grand chose, et puis je te raconte justement que j'ai lamentablement échoué, parce que voilà, mais en fait je m'en fiche. Justement, j'ai décidé de plus me poser la question de la légitimité. Mais cette autocensure, elle est aussi, et surtout, à la participation des épreuves. Où là, c'est pas quelqu'un qui vient vous inviter, c'est je ne regarde même pas ces épreuves-là parce que je ne me sens pas capable. Et ou bien je me sens capable, mais c'est trop long, je peux pas dégager autant de temps, c'est trop cher, etc. Il y a plein de choses qui font que les personnes ne prennent pas le départ, quoi. Et ça fait partie, l'autocensure est l'un des leviers les plus puissants de. Et toi, tu participes beaucoup aux Girls on Wheels et à d'autres groupes où vous voulez en non-mixité, notamment en mixité choisie, sur notamment la Torino Nice, ouais. Si je me souviens bien. Pour toi, est-ce que l'empowerment, alors je parle accent très bien, mais cette prise de pouvoir et le fait de se dire je peux le faire, je peux même participer, m'inscrire, ça passe déjà par le fait de discuter, de se retrouver il y a plein de femmes pour qui ce sera pas le cas du tout, qui n'ont pas besoin, qui connaissent des gens ou qui se lancent toutes seules et tout, pour qui il n'y a pas besoin de ces groupes. Donc première chose, très très bien, si ça les empêche pas de faire la pratique, voilà. Il y a aussi aussi d'expérience, en tout cas le fait que ces groupes existent, et moi j'y vais, et je constate qu'il y a plein de filles, de femmes, personnes de minorité de genre, qui viennent, qui se rendent compte petit à petit qu'en fait, ces personnes sont capables de faire les choses. Donc, par exemple, nous, au Girls on Wheels, on a un système de couleurs. Les rides vertes, c'est les très cool. Les oranges, c'est soit il y a un peu de dénivelé, soit ça accélère un peu. Les rouges, ça va plus vite. Et quelqu'un qui était jamais venu, on leur dit d'abord de venir à des vertes, et puis en fait, elles se rendent compte que ça se passe très bien sur une verte, voir qu'elles s'ennuient un peu. On dit bah oui, le but c'est une verte. Elles viennent au orange, et puis en fait il y a un moment où je pensais pas que j'irais à une rouge une fois, et puis en fait elles vont très bien.
Et il y a aussi, c'est ce que je disais, on organise des 100 km, une fois par an, un 100 km, pour justement motiver les personnes qui veulent faire ça. Il y a des personnes qui s'en fichent et c'est très bien. Qui veulent faire ça, on les accompagne. Et, c'est la barrière psychologique. La barrière des 100. Et c'est trop bien. Enfin, moi, je l'observe sur des filles qui sont venues faire un 100 km. Et puis après, après, c'était lancé. Non seulement elles ont rencontré des gens, mais elles ont découvert qu'elles aimaient bien et que c'était hyper facile. Et les week-ends d'après, elles roulent. Et maintenant, elles roulent quasiment toutes les semaines, 100, 120, 150, 170. Et là, elles n'ont plus besoin du groupe. Mais c'est sûr que ces groupes-là ont un rôle essentiel pour se rendre compte qu'on est capable, pour avoir des idées, encore une fois, d'avoir l'idée de partir, d'avoir l'idée de trouver des itinéraires, de tout ça, de rencontrer des gens, d'apprendre à changer une chambre à air, à côté où ça change la vie quand même. Mais bien sûr. On rencontre des gens, mais bien ça sûr. modifie totalement notre quotidien, rien que le fait de se fixer une ride par semaine. Ouais. D'un coup, ça fait un cercle social et tout. Ouais, exactement. Et puis, c'est aussi... Donc, après, il y en a aussi, du coup, qui vont venir prendre ce qu'il y a à prendre et puis après se rendre compte qu'elles peuvent rouler en groupe mixte, etc. et que c'est à ça qu'elles aspiraient. Dans ce cas-là, c'est une transition et c'est très bien et heureusement qu'il y a eu ça. Et puis aussi, moi, j'estime que j'ai plus besoin de ces groupes-là pour trouver de la légitimité ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est que en fait, j'aime bien aussi avoir ces espaces de mixité choisie où c'est des types de sociabilité qui sont hyper agréables, qui sont aussi plus cool et voilà. Et je dis pas, voilà, donc j'aime bien aussi me retrouver le mercredi soir en mixité choisie et voilà, et j'y retourne avec plaisir, quoi. Bah, tu t'offres une flexibilité de pratique qui est disponible à Paris. Il y en a de plus en plus en France des groupes comme ça en mixité choisie, parce que là on est quand même vachement pas isolé au centre, mais j'imagine que sur les grandes villes, qu'à Lille, j'ai vu qu'il y en avait. Oui, à Lille, il y a les Girls on Welsh. Elles nous ont adressé un petit mot pour savoir si elles pouvaient nous rendre hommage. Et nous, notre passion, c'est les frites, mais on n'a pu que saluer le mot, donc on les salue. Oui, et il y a un groupe à Lyon, à Bordeaux, je crois pas qu'il y en a à Marseille. Mais il y en a un petit peu et ça se développe. Et le premier, c'était à Paris. Donc ça, c'est voilà, je vais pas revendiquer l'originalité, etc. J'en discuterai la prochaine fois. Petit à petit, on va s'orienter vers la fin. Ouais. On est doucement en train de s'orienter vers ça. J'avais déjà une question un peu plus concrète. On a parlé pas mal de grandes thématiques comme le féminisme, la philosophie du vélo, la philosophie du sport. Mais plus concrètement, donc tu me disais donc tu vas participer à la Northscape, la revanche de la Northscape qui n'a pas dit son dernier mot. Et donc là, tu vois comment cette année qui commence et même peut-être l'avenir un peu plus lointain. Quels sont tes objectifs et quels sont tes projets? Ouais, normalement c'est quelque chose sur lequel je suis assez timide, mais voilà. Non, il y a ce gros objectif Northscape, il y a le gros objectif d'avancer dans ma thèse aussi, ce qui pose des problèmes. Bel objectif. Ouais. Normalement, je vais participer aussi à un BRM, les routes blanches, qui est la traversée de la France et j'aime bien l'idée de participer à un BRM, donc c'est la fédération, c'est pas les mêmes prix, c'est pas le même état d'esprit, etc. Et c'est 1800 km dans un timing serré, donc ça reste sportivement costaud. Donc voilà, normalement j'ai ça qui est prévu début juin. Et puis... Northscape en juillet, c'est ça? Northscape en juillet, ouais. Et puis du coup d'ici là, essayer de trouver des choses pour me préparer pour faire des kilomètres, mais j'hésite encore sur certains trucs, donc j'aime bien avoir un objectif et puis après être plus flex et plutôt à long terme il y a plusieurs choses. Je sens bien que j'arrive pas à pour l'instant je crois que je suis pas prête à faire du gravel toute seule. Donc je crois que
quand j'identifie un truc que j'arrive pas à faire, je crois que j'ai envie d'essayer un peu de le faire. Non mais ouais, de réfléchir, peut-être que ça me plaît pas, mais j'aime beaucoup le gravel, mais j'ai encore des résistances à en faire seule. Donc je pense qu'à long terme, j'aimerais bien faire une épreuve d'ultra distance en gravel. Voilà. Et puis aussi sans doute voyager justement plus cool comme on disait au départ. Ouais, je crois que ça me dit bien d'essayer. De mettre la barre un peu moins haute, mais de prendre plus de plaisir ou non, j'en prends beaucoup. Non, j'en prends beaucoup, mais essayer d'autres types, peut-être un peu plus chargés, avec une tente et pas seulement un bivy par exemple, avec des chaussures qui soient pas que des chaussures de vélo, enfin de passer dans la team des cyclotouristes. Ouais. Non, mais par exemple, ça peut être une orientation. D'autant plus que ça permet, je pense, moi il y a souvent la question qui se pose, il y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup et qui j'aimerais bien voyager, mais qui se mettent eux-mêmes la pression parce qu'ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de matos, ils sont pas du tout dans la mentalité de faire de l'ultra. Ouais, c'est ça. Et qui pourtant, j'aimerais bien trouver quelque chose, le cyclotourisme me permet ça un peu. Ouais, carrément. Mais après, je disais ça, mais j'aime bien fonctionner par année et par thème. Ce que je disais, c'est que voilà. Et donc en fait, du coup, de continuer à avoir différentes pratiques, mais donc peut-être qu'une année ce sera un thème cyclotourisme, et puis une année ce sera gravel solo, voilà. C'est un beau défi de gravel solo, parce que c'est clair que j'avais fait de gravel solo, je connais pas grand monde qui enfin je connais que des grands noms. En fait c'est ça, c'est que le truc c'est que c'est quand même trop bien le gravel, enfin moi j'aime vraiment beaucoup, c'était un peu la découverte de l'année dernière. C'est hyper agréable, tu trouves le côté joueur de maniabilité, etc. Tu passes dans des endroits, là sur le Torino-Nice, tu passes des jours et des jours sans croiser une seule voiture, et c'est quand même très précieux. Donc il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'on aime bien, mais c'est juste que tu te retrouves seul au monde, quoi. Et je pense qu'il y a ce côté isolement, et justement pour l'instant il y a plus ce côté risque où je me sens pas encore à l'aise risque, sanglier, ouais. Feu. Non mais c'est ça, donc voilà, mais en vrai je pense que voilà, je me disais avant, faire du bivouac seul et partir très longtemps c'est très risqué, et puis comme on disait on décompose, et puis en fait, ça se passe bien. Et donc là, ton prochain projet, donc c'est en juin. Ouais, d'ici juin, pour l'instant, tu t'es encore pas... Il y a des petits sourires qui s'échangent. Ouais, c'est pas fixé encore. D'ici juin. Voilà, je pose la question. Parce qu'il y a des choses qui se passent d'ici juin. Ok, et donc pour le côté matériel, je sais que là on n'aura pas trop le temps d'en parler, mais tu as prévu un peu des changements. Je sais que tu as un Triban Titane, c'est ça? Oui. Monté gravel en monoplateau. Monoplateau, ça. Ouais, mais je le garde, j'avais aucun changement. Sur la Northscape, j'étais partie sur... donc avec quand même des roues de route, mais monoplateau 38 ovale. Et en fait, j'avais hyper peur, mais en fait, c'était trop bien. Donc, et tu me disais déjà que l'ovale, ça changeait la vie. Et je n'ai toujours pas testé l'ovale. Ouais. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est que là, je sais que, il y a plein de questions qui sont réglées, et ça, je touche pas à ma transmission. Mais si le vélo tourne bien, je vois souvent des personnes, un peu les grands noms de l'ultra, changer de vélo à chaque saison et tout ça, et il y a un côté en même temps tellement rassurant de partir avec un vélo avec lequel on a déjà voyagé, juste de l'entretenir, et peut-être faire des petits changements de plateau et des petits changements de cassette en fonction un peu de chacun de nos affinités. Oui, et puis ça dépend des parcours. Ça dépend des parcours aussi. Pour une question un peu plus générale, cette fois-ci que je t'avais aussi déjà posée et dont j'avais l'impression, c'était un peu la question de en quoi et vers quoi aimerais-tu voir le cyclisme évoluer dans le futur? C'est-à-dire, bon, maintenant on est dans le futur par rapport à notre dernier entretien. Du coup, il y a plusieurs choses. Encore une fois, je pense qu'il y a 1000 façons de pratiquer. Enfin, je le dis parfois, mais il y a 1000 façons de pratiquer le vélo. Et il n'y a pas
il n'y a pas une façon mieux que l'autre. C'est-à-dire que faire du vélo de piste, de l'ultra-distance, du gravel, du VTT, etc. et tout... Enfin, c'est différents plaisirs. C'est différents plaisirs. Et donc, voilà, il n'y a pas... Enfin, si on n'aime pas la pratique qui est à la mode, en fait, c'est pas grave, il y en a d'autres, etc. Donc, voilà, quand tu dis comment... idéalement, le vélo pourrait évoluer, qu'il continue la créativité et l'inventivité qu'il y a. Et plus de manière interne ou vers dans la pratique dans laquelle moi je me trouve, là encore, faire... En fait, le truc, c'est que... donc là, par exemple, à l'hiver, toutes les places pour les épreuves d'ultra-distance sont parties en 10 minutes et c'était quand même hallucinant. Du coup, c'est bien, ça montre un essor. Du coup, on peut se dire, s'il y a de plus en plus de gens qui participent, il y aura de plus en plus de gens différents, etc. Malgré tout, moi, j'aimerais bien que ça aille vers de la parité beaucoup plus importante. Et il y a encore une fois, ça ne vient pas en claquant des doigts, etc. Et puis, c'est aussi... Moi, j'avais observé que dans les courses, il y avait un peu une course à... une concurrence... à la plus grande distance, le plus grand dénivelé, etc. Et en fait, le problème, c'est que à chaque fois, en augmentant le niveau des courses, oui, les gens continuent de s'inscrire parce qu'il y a plus de gens qui pratiquent, mais en fait, ça fait que les personnes qui sont débutantes ou qui veulent se lancer ou qui n'ont pas confiance en elles pour X raisons, avec des profils différents, etc., elles vont pas participer aux courses, quoi. Et donc, ça exclut, ça va vers un élitisme et tout. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la parité et j'aimerais bien aussi qu'il y ait différents types et profils de courses. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des courses de 4000 km, il n'y a pas besoin qu'il y ait que ça, avec 56 000 de D+ par jour. Enfin, ça, on n'est pas obligé de commencer par la Northscape Tarifa. Non, mais c'est ça. Mais c'est bien aussi d'avoir ce genre de course. Il y a des gens que ça fait rêver et tout, et donc c'est cool. Mais qu'il y a d'autres profils possibles, quoi. Et qu'il y ait des groupes qui permettent aussi de pratiquer, de tester ce genre d'épreuves, parce que il y a un côté se confronter aux autres aussi, et rouler avec d'autres personnes, tester notre allure avec d'autres personnes, qui est vachement rassurant. Ouais. Et je me dis qu'on en est capable, si on peut rouler, faire une petite sortie. Ah oui, et aussi, parce que on a pas mal parlé, et c'est cool de pouvoir en parler, de la question, de la parité, mixité choisie, etc., et de minorité de genre. Mais c'est aussi qu'il y a actuellement, et ça j'ai l'impression que la problématique elle est encore moins importante que pour les femmes, qu'il n'y a pas de personnes racisées, il y en a très très peu, et que c'est pas du tout un problème c'est pas du tout une question qui est prise en compte dans le milieu du vélo, et du coup commencer à se poser la question de pourquoi globalement il y a que des personnes blanches non racisées qui font du vélo. C'est déjà pas mal, et qu'après il y aura pas mal de choses à faire, quoi. Tout à fait, mais moi j'en parlais récemment sur des groupes de cyclistes. J'étais vraiment étonné du fait que ça surprend personne. Bon, là, cette fois-ci on en parle maintenant qu'il y a des Tours de France femmes qui s'ouvrent et tout ça. Donc on parle du fait qu'il y a pas, que c'est non mixte, le Tour de France traditionnel, ce qui est déjà pour moi problématique, mais on parle pas du fait qu'il y a que des blancs en fait. Et à chaque fois les mecs vont te sortir l'exception. Ouais, bien sûr. Un coureur guadeloupéen ou martiniquais qui participe, mais en réalité, c'est des courses blanches, quoi. Et dans le milieu de la longue distance, on n'a pas le droit de faire des stats de ce point de vue-là en France, mais c'est encore plus à pleurer que les participations féminines, quoi. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de... c'est cool qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent, mais ça veut pas dire que c'est plus accessible, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un milieu qui va encore énormément évoluer. Et après, ce qui est cool... et après, on va finir. Mais ce qui est cool aussi, et qui est plus signe d'espoir, c'est que comme c'est un milieu qui est en train de se mettre en place, en agissant maintenant, ça fait qu'il y aura... on a encore un peu une marge de manœuvre, quoi. Après, une fois que c'est institutionnalisé et que tout est carré, etc., on va pas changer les choses. Là, il n'y a pas encore le poids de la tradition. On peut se dire qu'il n'y a pas encore le poids de la tradition, et du coup, peut-être corriger les choses assez vite, quoi.
Ben, écoute, Voilà. merci pour encore une fois, c'est une très bonne réponse, très intéressante sur un peu le futur de l'ultra et du cyclisme en général. Est-ce que, pour doucement cette fois-ci terminer, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, un message que tu voudrais passer, une dédicace? Non, je crois que. Bah non, mais je crois que c'est vrai que le message. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir fait passer ce que j'avais à dire sur l'importance des différentes pratiques, des différentes personnes qui pratiquent. J'ai même calé le bonjour aux Girls on Welsh. Alors. Ouais, bonne ravi. Et moi j'aurais d'autant plus de partage, donc au final tout le monde y gagne. C'est un gagnant-gagnant. Mais écoute, merci merci d'être venu. d'avoir donné la parole. J'ai hâte qu'on fasse à l'occasion un petit truc ensemble aussi sur Paris ou autre part. Peut-être qu'on se croisera sur les routes ou sur un ultra. Peut-être d'ici juin. Nous ne savons pas, ou d'ici une année à venir. Et écoute, à bientôt. À bientôt. Prends soin de toi.